Nuit du 11 au 12 novembre 2023, port de Poti, côte géorgienne de la mer Noire. Sous les projecteurs des quais, des dockers détachent les sangles d'un cargo arrivé d'Europe. Sur la plateforme, alignés en colonnes serrées, 21 blindés à 4 roues couleur olive attendent d'être débarqués. Acier français, marque Arcus. Destination finale, Erevan. À cet instant, le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan dort encore. Pendant 24 heures, Bakou ne saura rien. Pendant 48 heures, aucun communiqué officiel ne sortira. Puis, brusquement, le site Caliber.azad, lié au ministère azerbaïdjanais de la Défense, publiera des photographies exclusives des engins sur le quai géorgien. La machine diplomatique s'emballera. Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle en Grèce, parlera de provocation. Le Kremlin enverra Maria Zakharova qualifier les blindés français de non liquides. Ilham Aliyev finira par exiger qu'Erevan rende les véhicules à la France et déchire les contrats. Voilà ce qui se passe lorsqu'un blindé conçu pour les patrouilles dans le Sahel arrive au Caucase. Voilà ce qui se passe lorsqu'une machine que l'armée française n'a jamais voulu pour elle-même devient le symbole de la souveraineté arménienne face à Bakou. Le véhicule s'appelle Bastion, 12 tonnes et demie, 4 roues motrices. Châssis hérité d'un camion utilitaire conçu en 1967 dans un atelier de Saint-Nazaire. Acier blindé à haute dureté, vitres balistiques de niveau 2 à 3 selon la norme OTAN Stanag 4569, protection anti-mine de niveau 2A et 2B. 2 hommes d'équipage, 8 fantassins à l'arrière. Volume intérieur de 8 mètres cubes et demi. Vitesse maximale 110 km/h. Rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres sur une seule trace de carburant. Sur le papier, c'est un engin modeste. Un transport de troupes pour pays au budget militaire limité. Pas un char. Pas un véhicule de combat lourd. Une boîte blindée pour amener les soldats d'un point A à un point B en zone hostile, sans qu'ils sautent sur la première mine artisanale enterrée par les djihadistes. Et pourtant, 22 armées dans le monde s'en équipent aujourd'hui. Le Cameroun, qui le surnomme Cyclone, l'a déployé contre Boko Haram dans la province de l'extrême nord. Le Tchad l'utilise depuis 2013 dans son détachement d'action rapide. Le Burkina Faso en aligne plus d'une centaine selon les chiffres de Janes. Le Sénégal le présente sur les Champs-Élysées de Dakar lors du défilé du 4 avril. Le Togo, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, la Tunisie, le Kenya. Les carabiniers du Chili l'ont mis en service en mai 2024. La Suède l'utilise pour son Särskilda Operationsgruppen, l'équivalent du GIGN. L'Arabie saoudite l'a engagé dans la guerre du Yémen. Le Pentagone lui-même a acheté 62 exemplaires en 2015 pour les redistribuer à des armées africaines via le canal Foreign Military Sales. Quand Washington veut équiper Kampala ou Yaoundé, il achète français. Et puis il y a Kiev. Et il y a Erevan. 2 capitales en guerre, 2 fronts ouverts contre des adversaires plus puissants, 2 gouvernements qui ont supplié l'Europe de leur envoyer quelque chose, n'importe quoi. 22 clients étrangers, une seule absente sur cette liste, la France elle-même. L'armée française n'achète pas le Bastion. L'armée française ne l'a jamais voulu en série. La Direction générale de l'armement l'a écarté lors d'un appel d'offres majeur en 2017. Les fantassins de la 11e brigade parachutiste et de la 27e brigade de montagne ne montent pas dedans. Les VAB, qui partent à la retraite après 45 ans de service, sont remplacés par d'autres blindés. Pas par celui-ci. C'est l'une des plus grandes ironies de l'industrie d'armement contemporaine. Une machine conçue, dessinée, soudée et assemblée en France. Une machine que ses propres ingénieurs présentent à Eurosatory en juin 2010 comme la fierté de l'atelier de Saint-Nazaire. Une machine que les armées d'une vingtaine de pays trouvent suffisamment fiable, robuste et abordable pour l'engager dans des combats réels contre Al-Qaïda, contre l'État islamique au Grand Sahara, contre Boko Haram, contre les drones azéris et bientôt contre l'artillerie russe. Et qui se fait fermer la porte au nez à Paris. Comment expliquer ce paradoxe ? Comment un véhicule de 12 tonnes et demie peut-il déclencher une crise diplomatique entre Bakou, Ankara, Moscou et Paris,
alors que l'armée qui l'a fait naître refuse de l'utiliser. Comment des engins refusés par le ministère français de la Défense se retrouvent-ils 2 ans plus tard à débarquer en pleine nuit sur un quai géorgien pour être livrés à un pays en guerre contre l'Azerbaïdjan? Revenons à cette nuit du 11 novembre 2023. Les 21 bastions sont déchargés un par un, leurs phares balayant le quai. Quelques heures plus tard, ils quittent Poti par convoi routier en direction de la frontière arménienne, traversant un pays, la Géorgie, qui avait jusque-là refusé tout transit d'armes vers Erevan. Quelque chose a changé dans les coulisses. Tbilissi a cédé. APM Terminals Poti publiera bientôt un communiqué d'une sécheresse parfaite. En l'absence d'instructions claires du gouvernement géorgien et de restrictions des régulateurs internationaux, APM Terminals Poti n'a pas la possibilité de refuser sans raison un cargo qui n'est pas sous sanction. À l'autre bout du continent, à Kiev, on observe la scène avec une amertume particulière. Parce que ces 21 bastions, à l'origine, n'étaient pas destinés à l'Arménie. Au mois d'octobre 2022, le quotidien économique La Tribune avait annoncé que la France livrerait 20 bastions aux forces ukrainiennes. Le 4 janvier 2023, Volodymyr Zelensky en personne remerciait Emmanuel Macron sur Twitter pour cette décision. Puis, plus rien. Le contrat avait été gelé. Les véhicules étaient restés en France pendant que Kiev attendait, pendant que Mariupol tombait, pendant que Bakhmout brûlait. Et un beau jour, ces blindés-là ont changé de couleur tactique, changé d'écusson, changé de port d'embarquement. Direction le Caucase au lieu de l'Ukraine. Pour comprendre comment un même véhicule peut être promis à un pays, refusé par lui, redirigé vers un autre, et déclencher une crise géopolitique majeure dans une région où il n'a jamais été conçu pour servir, il faut remonter en arrière. Très en arrière. Jusqu'à un atelier près de la ville de Meaux, où en 1948, un homme appelé René Legueux commençait à transformer des camions agricoles en véhicules tout-terrain pour les compagnies pétrolières du Sahara. Qui aurait pu deviner que la lignée mécanique commencée ce jour-là par un garagiste de province aboutirait, 75 ans plus tard, à un blindé qui ferait trembler 3 capitales à la fois. 1948. Une ville de province à 50 km à l'est de Paris. René Legueux, mécanicien, dirige un petit garage où il transforme des tracteurs agricoles depuis les années 20. La guerre vient de finir. La France reconstruit. Les compagnies pétrolières françaises commencent à explorer le Sahara, et il leur faut des camions capables d'avaler le sable. Legueux fonde son entreprise, ALM, Atelier Legueux de Meaux. Il commence à assembler des engins en piochant chez plusieurs constructeurs. Un essieu Ford ici, une cabine Citroën là, un moteur Hotchkiss au milieu. Le métier appelle ces hybrides des « cocktails Legueux ». En 1950, Panhard lui accorde le droit de produire ses propres camions tout-terrain. En 1954, il sort le TH4, un 4x4 avec moteur Hotchkiss de 170 chevaux. En 1962, l'armée française achète son VCOM, le véhicule de combat outre-mer, pour les territoires coloniaux qui se vident un par un. Voilà la première ironie. La société Legueux prospère grâce aux colonies. La société Legueux meurt presque lorsque les colonies disparaissent. La fin de la guerre d'Algérie en 1962 casse net les commandes militaires. ALM dépose le bilan. Le père meurt. Le fils, Paul Legueux, ramasse les morceaux. Il déménage tout vers la côte atlantique, à Saint-Nazaire, et fonde en 1966 une nouvelle entreprise sous un nouveau nom, ACMAT, Atelier de construction mécanique de l'Atlantique. Un an plus tard, il sort un modèle qui va devenir mythique, le VLRA, véhicule de liaison, de reconnaissance et d'appui. Une charge utile de 2,5 tonnes, un rayon d'action de 1600 km, un réservoir d'eau de 200 litres pour traverser le désert. Pendant 40 ans, ACMAT vivra essentiellement d'un seul produit. 40 ans. Le même châssis, décliné en 4x4, 6x6, 8x8. 14 000 exemplaires écoulés dans plus de 50 pays. Plus de 12 000 vendus aux armées et aux services de pompiers, dont 85% à l'exportation. La quasi-totalité des nouvelles armées africaines issues des indépendances, des Bamako au Niamey en passant par Ouagadougou et Yaoundé, rouleront en VLRA,
Ce n'est plus un véhicule, c'est une infrastructure logistique du continent. Mais Paul Le Gueux meurt brutalement à la fin de 1998. Sans successeur préparé, l'entreprise vacille. Et le 16 mai 2006, Renault Trucks Defense, filiale du groupe suédois Volvo, rachète Akmat pour en faire sa branche tout-terrain. L'enseigne française, le savoir-faire français, l'usine française de Saint-Nazaire passent sous pavillon scandinave. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans les rues de Bagdad, l'armée américaine est en train de comprendre quelque chose qui va bouleverser le marché mondial du blindé léger. Les engins explosifs improvisés enterrés au bord des routes irakiennes massacrent ces Humvee par dizaines. Le Pentagone lance en 2007 un programme d'urgence baptisé MRAP, Mine Resistant Ambush Protected, qui va engloutir près de 50 milliards de dollars en quelques années. Plus de 27 000 véhicules à coque en V seront produits, une véritable révolution industrielle. Et là, le paradoxe géopolitique. Les pays qui ont le plus besoin de protection contre les mines artisanales ne sont pas les États-Unis. Ce sont le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, le Cameroun, le Nigeria. Les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad, où Al-Qaïda au Maghreb islamique, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, et bientôt Boko Haram, vont enterrer les routes de milliers d'engins explosifs. Mais ces pays n'ont pas 50 milliards à dépenser. Ils n'ont pas 1 milliard à dépenser. Souvent, ils n'ont même pas 100 millions pour leur budget équipement annuel. Le marché est là, énorme, désespéré, et personne ne le sert. C'est précisément ce que comprennent les nouveaux patrons d'Akmat sous Renault Trucks Defense. La directrice Moune Bourgige, arrivée pour redresser la maison, lance avec son équipe un projet simple sur le papier. Fabriquer un blindé qui soit à un MRAP américain ce qu'un Citroën 2 chevaux est à une Mercedes. Une protection anti-mine sérieuse, mais sur un châssis bon marché. Un véhicule modulaire, capable de transporter 10 hommes, mais entretenable par un mécanicien africain dans un atelier de brousse. Et surtout, qui partage 80% de ses pièces avec un modèle déjà déployé dans 50 pays, c'est-à-dire le VLRA. Le projet a un nom, Bastion. Officiellement présenté en 2008 dans la documentation interne et révélé au public en juin 2010 sur le stand Akmat à Eurosatory, le grand salon mondial de l'armement à Paris-Nord-Villepinte, l'effet est immédiat. Burkina Faso commande 10 exemplaires dès 2012. Le Tchad en prend 22 en 2013. La version Patsas, légère, ouverte, conçue pour les forces spéciales. Le Togo en achète 30 Patsas en 2014 pour son détachement présidentiel. Le contrat camerounais explose en 2015. 23 APC livrés via le Pentagone, puis 15 de plus en fin d'année 17. Le Sénégal, l'Ouganda, le Kenya, la Somalie, la Tunisie, l'Éthiopie suivent. En une seule année, 2015, le département de la défense américain achète 62 bastions pour les redistribuer à ses partenaires africains. Washington équipe l'Afrique francophone avec du matériel français, payé par le contribuable américain. Détail absurde, jamais expliqué publiquement, la marque Akmat, devenue Renault Trucks Defense, devenue Arcus en 2018, appartient toujours à Volvo. Quand le Pentagone signe un chèque pour équiper l'armée camerounaise, l'argent finit en partie dans les comptes d'un groupe suédois. Quand l'armée tchadienne combat les djihadistes à Mao, elle conduit une machine française qui rapporte des dividendes à Göteborg. 500 bastions sortis d'usine en 2020. Une demi-décennie après le lancement, le pari industriel est gagné. Le Bastion est devenu l'engin de référence des armées francophones d'Afrique. Akmat, qui aurait pu disparaître à la mort de Paul Le Gueux, vit grâce à lui. Mais quelque part dans le désert du Soum, à la frontière du Mali et du Burkina Faso, un imam d'un village appelé Djibo est en train de prêcher contre l'État, l'armée et les élites peules dominantes. Il s'appelle Ibrahim Malam Dicko. Bientôt, il va fonder un mouvement armé du nom d'Ansarul Islam. Et ses combattants vont attaquer un avant-poste militaire dont les troupes burkinabais patrouillent justement à bord de bastions flambant neufs. Ce que personne à Saint-Nazaire n'a anticipé, le baptême du feu du bastion ne sera pas une démonstration au salon. Ce sera un massacre à 5 heures du matin. 5 heures du matin, 16 décembre 2016.
province du Soum, nord du Burkina Faso, à quelques kilomètres de la frontière malienne. Le campement militaire de Nassumbu abrite une compagnie du groupement des forces antiterroristes, le GFAT, un bataillon mixte d'environ 600 hommes, gendarmes et soldats réguliers, déployés depuis janvier 2013 au moment où l'opération Serval française se terminait au Mali. La nuit est sans lune. Quelques sentinelles veillent, les autres dorment. À l'horizon, un nuage de poussière. Un seul pick-up et 6 motos surgissent du désert. 40 hommes selon les autorités burkinabées. 28 selon Ansarul Islam, qui revendiquera l'attaque 10 jours plus tard. Ils se divisent en 3 groupes. Chaque groupe est équipé d'un lance-roquettes RPG et de fusils Kalachnikov. Ils ont traversé la frontière dans la soirée du 15 décembre, sont passés par le village de Bouroubuta, côté Mali, et ont roulé toute la nuit en silence. Le combat dure 1h30. Aucun préavis, aucune sommation. Les premiers tirs réveillent le camp. La plupart des soldats burkinabés s'enfuient au premier choc. Seule une vingtaine d'hommes ripostent. 12 d'entre eux mourront avant la fin de l'attaque. 4 seront blessés. 9 véhicules de l'armée seront détruits sur place, incendiés, troués, abandonnés. Parmi ces 9 véhicules, un bastion. Le tout premier bastion détruit au combat dans l'histoire du modèle. L'ironie est cruelle, mécanique, presque géométrique. L'engin a été conçu spécifiquement pour résister aux mines artisanales et aux engins explosifs improvisés enterrés sur les pistes. Sa coque en V dévie les souffles vers les côtés. Son acier blindé arrête les balles de calibre 7,62 à 30 mètres. Sa protection anti-mine est certifiée niveau 2B selon la norme OTAN, capable d'encaisser une charge équivalente à 8 kg de TNT sous la roue, 6 kg sous le ventre. Tout est prévu pour la guerre asymétrique du Sahel. Tout, sauf une chose. Le RPG-7 tiré à bout portant. L'arme a été conçue par l'Union soviétique en 1961. Elle se vend partout dans le monde, à toutes les guérillas, pour moins de 500 $ la pièce sur le marché noir libyen. Sa charge creuse perfore jusqu'à 300 mm d'acier blindé homogène à courte distance. La protection latérale du bastion ne dépasse pas 20 mm équivalent. La machine la plus chère du parc burkinabé brûle en quelques minutes face à une arme de poing soviétique de plus d'un demi-siècle d'âge. Voilà ce qu'ont compris ce matin-là 40 combattants en sandales sur des motos chinoises. Le RPG annule 3 ans d'ingénierie française. Au lever du jour, Nassumbu est dévasté. Le drapeau noir d'Ansarul Islam a été agité au-dessus de la base. C'est le haut-commissaire de la province du Soum, Mohamed Da, qui le rapportera. Les corps des soldats burkinabés sont alignés. Les survivants ramènent les blessés vers Djibo, ville natale de l'imam Ibrahim Malam Dicko, le fondateur du mouvement. Détail qui ferait sourire dans une autre histoire. Dicko était jusque récemment un prêcheur connu, présentateur d'émissions religieuses à la radio locale de Djibo. Il animait des débats sur les ondes. Maintenant, il commande des combattants. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et son ministre de la Sécurité Simon Compaoré annoncent les chiffres officiels. 12 morts, 4 blessés. Le pays est sous le choc. Ansarul Islam revendique l'attaque 26 décembre par communiqué. C'est leur naissance médiatique en tant que groupe armé. Et voici la suite que personne n'attendait. Au lieu d'abandonner le matériel français qui vient d'être détruit sous leurs yeux, les autorités burkinabées commandent davantage de bastions. Plus d'une centaine seront en service au Burkina Faso, selon les estimations de Janes, à la fin de la décennie. La machine qu'on a vue brûler devient plus demandée qu'avant. Pourquoi ? Parce que dans le réel, pas dans les tests d'usine, pas dans les brochures commerciales, le bastion fait quand même ce qu'on lui demande la plupart du temps. Il roule. Il protège ses 10 occupants contre les armes légères. Il survit aux mines de moindre puissance. Il coûte une fraction du prix d'un MRAP américain. Et surtout, il existe. Pour une armée qui se fait massacrer chaque mois, exister suffit. À Saint-Nazaire, l'usine tourne à plein régime. Les commandes africaines affluent. Le Cameroun reçoit ses cyclones et les engage immédiatement contre Boko Haram dans la province de l'extrême nord.
Le Tchad utilise ses PATSA contre les combattants de l'État islamique au Grand Sahara, dans la zone des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. Le Mali confie au Bastion son 134e escadron de reconnaissance, formé spécifiquement par la mission européenne EUTM Mali. Chaque commande renforce la réputation du modèle. Pendant ce temps, à Paris, l'état-major de l'armée de terre française a un autre problème. Son fameux VAB, le véhicule de l'avant blindé, en service depuis 1979, est désespérément obsolète. 40 ans de patrouille à Beyrouth, à Sarajevo, à Kaboul, à Tombouctou, à Bangui. Il faut le remplacer. Le programme s'appelle Scorpion. Le budget initial, 8 milliards d'euros. 3 nouveaux véhicules à dessiner, un lourd, un moyen, un léger. Pour le léger, un appel d'offres est lancé. Renault Trucks Défense, propriétaire d'Akmat, présente une version améliorée du Bastion, appelée Bastion HM. Une vraie chance de gagner le marché national. La machine qui combat déjà partout en Afrique pourrait enfin entrer en service dans l'armée qui l'a fait naître. Mais à Vincennes, dans les bureaux de la Direction générale de l'armement, des fonctionnaires sont en train de relire les dossiers. Ils n'ont pas l'intention de laisser passer le Bastion HM. Ils ont déjà un autre candidat en tête. L'humiliation va se jouer en novembre 2017. Et ce sera pire que ce que Saint-Nazaire imaginait. 26 novembre 2017. Bercy, ministère de l'économie. La presse spécialisée reçoit l'information par dépêche. La Direction générale de l'armement a tranché. Pour son futur véhicule blindé multirôle léger, le VBM-RL, l'armée française a choisi le consortium Nexter-Texelis. Le projet sera baptisé Serval. Le contrat de développement, signé le 12 février 2018, vaut plusieurs centaines de millions d'euros. 489 véhicules livrés d'ici 2025. 978 d'ici 30. 1060 de plus prévus dans le cadre du programme VLTPP. 2038 Serval au total. Le plus gros contrat de blindés légers jamais signé par la France. 3 candidats étaient en lice. Thales proposait une variante de l'Australien Bushmaster. Renault Trucks Defense, propriétaire d'Akmat, c'est-à-dire la maison mère du Bastion, présentait sa version Bastion HM, version musclée à 340 chevaux, suspension indépendante, capacité anti-mine renforcée. Et Nexter, en duo avec le motoriste limougeot Texelis, présentait une variante 4x4 du véhicule Titus, conçu initialement pour l'export. Le verdict de la DGA tombe comme un coup près. Nexter gagne. Renault Trucks Defense perd. Le Bastion HM est éliminé. La machine que 20 armées étrangères considèrent comme assez bonne pour combattre Boko Haram, Al-Qaïda et l'État islamique ne sera pas assez bonne pour les paras français de la 11e brigade, ni pour les chasseurs alpins de la 27e brigade de montagne. Les arguments officiels parlent d'intégration au système d'information Scorpion, de moins de retard à la conception, de meilleurs compromis prix-performance. Le Serval coûtera environ 1 200 000 € pièce en achat de série. Les arguments officieux, eux, racontent autre chose. La DGA préfère un véhicule conçu sur mesure pour ses besoins, plutôt qu'une machine adaptée à partir d'un produit d'export. Et puis, il y a la politique industrielle. Nexter est français. Texelis est français. Renault Trucks Défense, à cette époque, appartient toujours à Volvo, c'est-à-dire à un groupe suédois. Pour l'industrie française, la blessure est double. La maison de Saint-Nazaire perd le marché national, mais surtout, on lui rappelle qu'elle n'est plus tout à fait française. Pendant que les ingénieurs du Bastion regardent partir le contrat du Serval, leurs collègues de Nexter, à Roanne, à Tarbes, à Versailles, signent le plus beau bon de commande de la décennie. Renault Trucks Défense change de nom l'année suivante. En 2018, le groupe se rebaptise Arcus, mot latin signifiant arc. L'idée est de gommer la marque Renault, devenue commercialement encombrante, et de repartir avec une identité neuve. Sur le papier, c'est un repositionnement marketing. En coulisses, c'est l'aveu d'une crise. Les ventes stagnent. Volvo cherche déjà depuis 2016 à se débarrasser de cette filiale qui ne lui rapporte que 1% de son chiffre d'affaires. À l'époque, KNDS et un certain John Cockerill avaient présenté des offres. Le Suédois les avait jugées trop basses,
Il espérait entre 500 et 700 millions d'euros. Personne n'avait monté à ce niveau. La vente avait été annulée. Pendant ce temps, l'usine de Saint-Nazaire continue de produire des bastions pour le reste du monde. Le 500e sort de chaîne en 2020. Le moteur passe de 180 à 270 chevaux. Le Chili commande pour ses carabiniers, livraison en mai 2024. La Suède reçoit ses bastions HM pour son commando d'opération spéciale. La version refusée par la France entre en service chez les Suédois, dans le pays qui possède Arcus. 1000 fois plus absurde encore, en octobre 2018, Arcus signe un partenariat avec le constructeur américain AM General pour fabriquer le bastion en Indiana, à destination du canal Foreign Military Sales du Pentagone. Le véhicule refusé par Paris se fait construire sous licence dans le berceau du Humvee. Une nouvelle ironie surgit avec la guerre d'Ukraine. 24 février 2022, l'armée russe envahit. Kiev demande à Paris tout ce qui roule, tout ce qui tire, tout ce qui peut sauver des vies. Le 3 octobre 2022, le quotidien La Tribune annonce un projet. Arcus livrera 20 bastions aux forces ukrainiennes. Le 4 janvier 2023, Volodymyr Zelensky remercie publiquement Emmanuel Macron sur Twitter. Le décor semble planté. Et puis le contrat se fige. Pas d'accord intergouvernemental formel entre Paris et Kiev. Les véhicules restent en France pendant que Soledar tombe. Pendant que les soldats ukrainiens à Bakhmout reçoivent des Humvee américains et des Cougar canadiens. Personne ne s'explique publiquement. Mais des sources ukrainiennes finiront par confier au quotidien Ouest France une raison officieuse. Kiev a évalué le bastion et l'a jugé insuffisamment protégé contre l'artillerie russe et les missiles anti-chars Kornet. Pour la guerre du Donbass, 12 tonnes et demie d'acier, ce n'est pas assez. Refusé par Paris en 2017, refusé par Kiev en 2023. La machine commence à accumuler les rejets dans des capitales européennes, alors même qu'à Yaoundé, à Ouagadougou, à N'Djamena, les commandes ne cessent pas. Volvo, exaspéré, remet Arcus en vente en janvier 2024. Cette fois, John Cockerill, groupe industriel belge appartenant depuis 2002 au français Bernard Serin, passe à l'attaque. Son président, François Michel, vient s'expliquer devant les députés français le 31 janvier. La somme évoquée est de 300 millions d'euros, la moitié de ce que Volvo demandait 8 ans plus tôt. L'affaire se conclut le 2 juillet 2024. Arcus, naissance française, exil suédois, rentre dans le giron franco-belge. Mais entre la signature de janvier et la clôture de juillet, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose que personne, à Paris, à Bruxelles, à Saint-Nazaire, n'avait imaginé. Les 20 bastions qui dormaient en France depuis le refus ukrainien viennent de trouver un nouveau preneur. Un preneur que personne n'attendait. Un client venu d'une région où aucun bastion n'avait jamais roulé. Erevan vient d'appeler. 3 octobre 2023. Erevan, palais gouvernemental. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, descend d'un avion arrivé sans programme préalable. 2 semaines plus tôt, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une offensive éclair sur le Haut-Karabakh. En 24 heures, l'enclave est tombée. Près de 100 000 Arméniens du Karabakh fuient vers le territoire de la République d'Arménie en abandonnant leurs maisons, leurs cimetières, leurs églises millénaires. Le contingent russe de maintien de la paix, garant officiel du cessez-le-feu de 2020, n'a pas tiré un seul coup de feu pour défendre les civils. Moscou n'a rien fait. L'OTAN n'a rien dit. L'Union européenne a publié un communiqué. Colonna prend la parole devant la presse arménienne. Elle annonce que la France a donné son accord pour la signature d'un futur contrat permettant la livraison de matériel militaire à Erevan. Pas de détails, pas de chiffres, juste un engagement public, le premier d'une puissance occidentale envers un pays qui vient de perdre un quart de sa population déplacée. 20 jours plus tard, le 23 octobre, à Paris, le ministre arménien de la Défense, Suren Papikian, et son homologue français Sébastien Lecornu signent les contrats. 50 bastions, 3 radars de surveillance aérienne Thales GM200 capables de détecter une cible à 250 km, des missiles antiaériens Mistral 3, des fusils de précision PGM, la formation de 5 cadets arméniens à Saint-Cyr, un détachement de conseillers militaires français à Erevan.
Les 20 bastions, gelés depuis Kiev, viennent de trouver leur acheteur. Et 4 de plus avec eux. Le ministère arménien commence par garder un silence radio. Le porte-parole, Aram Torossian, interrogé sur les premières fuites de novembre, refuse de confirmer la livraison. Mais la nuit du 11 au 12, les photographies tombent. Caliber.az publie ses exclusivités. Le gouvernement de Bakou hurle. Le porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ayhan Hajizadeh, dénonce une démarche déstabilisatrice. Mais c'est la Turquie qui dégaine la phrase qui fera le tour du monde. En visite d'État à Athènes en décembre, Recep Tayyip Erdogan déclare aux journalistes turcs qui l'accompagnent que ce que fait la France est une provocation. Et il ajoute, ironie supplémentaire pour Paris, « La France a déjà soutenu l'Arménie par le passé. Quel résultat a-t-elle obtenu ? Aucun. » Moscou pèse aussi son rôle. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, traite publiquement les bastions d'engins non liquides, c'est-à-dire d'invendus. La formule est calculée pour humilier la France devant ses clients africains. Et pourtant, ce sont les mêmes Russes qui, 2 ans plus tôt, ont refusé de livrer à Erevan les armes pourtant payées. C'est cette trahison qui pousse Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a annoncé en juin 2024 le retrait définitif de l'Arménie de l'organisation du traité de sécurité collective dirigé par Moscou. Le cornu enfonce le clou. En février 2024, il devient le tout premier ministre français de la Défense à se rendre en Arménie depuis l'indépendance du pays en 1991. Il visite des unités de la garde frontière équipées des premiers bastions arrivés. 4 mois plus tard, le 18 juin 2024, nouvelle escalade. Papikian et Lecornu signent à Paris le contrat des canons automoteurs Caesar. 36 pièces de 155 mm, livraison étalée sur 15 mois. Lecornu tweete la signature en direct depuis son compte personnel. C'est ce tweet qui déclenche la crise diplomatique majeure de janvier 2025. À cette date, Ilham Aliyev élève le ton à un niveau inédit. Devant son budget national, il annonce 8,4 milliards de mana, soit environ 4,9 milliards de dollars, pour l'effort militaire azerbaïdjanais en réponse à la course aux armements arménienne. Et il exige, mot pour mot, que la France et les autres pays fournisseurs résilient leurs contrats et que l'Arménie rende le matériel reçu. Une demande sans précédent dans les annales onusiennes. Un État souverain demande publiquement qu'un autre État souverain soit désarmé. Pendant ce temps, le 2 juillet 2024, à Versailles et à Bruxelles, on signe les actes définitifs. John Cockerill Defense France acquiert Arcus auprès de Volvo. Bernard Serin sourit. La marque est rentrée à la maison après 18 ans d'errance scandinave. Le Bastion devient officiellement une machine franco-belge. Et c'est à ce moment précis que la deuxième boucle se referme. Ce mois de juillet 2024, Arcus livre enfin 11 bastions à l'Ukraine. Le programme de 2022, gelé pendant 18 mois, redémarre. Bertrand Boyard, représentant Arcus, commente sobrement « L'Ukraine a choisi un véritable blindé d'entrée de gamme ». Emmanuel Levaché, PDG d'Arcus, confirme la capacité de produire 100 unités supplémentaires si Kiev en fait la demande. 1 an plus tard, en août 2025, Kiev en fait la demande. 50 de plus. 61 bastions au total pour les forces ukrainiennes. La machine jugée trop fragile contre l'artillerie russe est finalement acceptée, parce que mieux vaut un acier modeste qu'un soldat à découvert. Et il y a la troisième boucle, la plus sombre. Pendant que Paris célèbre le retour d'Arcus, le Burkina Faso s'effondre. Au printemps 2026, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, multiplie les offensives. Les bases tombent. Les colonnes blindées sont prises en embuscade. À Bani, à Léry, à Tougouri, les soldats burkinabés se replient en abandonnant leur équipement. Et parmi les trophées exhibés dans les vidéos de propagande djihadiste, on aperçoit des silhouettes familières. Des bastions, acier français, marque Arcus. Devenu l'arme des hommes qui en ont d'abord détruit un à Nassombu 9 ans plus tôt. Le client de demain de la machine refusée par la France ne sera peut-être pas un État.
Ce sera peut-être un mouvement insurgé qu'il a capturé sur un champ de bataille et qui, au prochain Neurosatori, fera trembler les commerciaux de Saint-Nazaire en montrant à quoi servent vraiment leurs blindés. Alors voici la vraie question. À votre avis, à qui appartient une arme? Au pays qui l'a fabriquée? Au pays qui l'a achetée? Ou au combattant qui s'en sert le jour où elle est censée le protéger? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ignoriez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo sera consacrée à un blindé que toute l'armée française a méprisé pendant 45 ans et sur lequel elle a fait absolument toutes ses guerres.